Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence, webconférence organisée par VK en partenariat avec la SMAC l'assurance, leader de l'assurance des collectivités locales. En complément de ces contrats d'assurance, la SMAC développe une gamme de services et d'outils qui permettent aux décideurs territoriaux d'appréhender leurs risques et de mettre en place des plans d'action. SMAC l'assurance a d'ailleurs publié un guide des bonnes pratiques en matière de prévention des cyberrisques en partenariat avec l'AITF, Association des ingénieurs et ingénieurs en chef des collectivités territoriales de France, dont le lien vous a été donné dans l'affiche, la présentation de cette conférence en ligne. Sujet tabou parce que mal compris, les cybermalveillances n'épargnent plus les collectivités locales. Au contraire, qualifié de crise dans la crise, ce phénomène qui est notamment lié au développement des smart cities s'est fortement développé en 2020, multiplié par 4, du fait de la généralisation du télétravail. La question qui se pose dès lors aux collectivités locales n'est pas « est-ce que cela arrivera ?», mais « quand cela m'arrivera ?» Donc pour anticiper et pour gérer, il faut en parler. Il faut connaître et comprendre les multiples dimensions de ce problème et de ce risque, qui est loin d'être un risque uniquement technique. Nous le verrons, le facteur humain est essentiel. Mais cette webconférence, c'est aussi l'occasion de répondre à vos questions. Vous pourrez les poser via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Et nos intervenants feront leur possible pour y répondre. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Pour parler de ce phénomène de cybermalveillance, le comprendre et évoquer les pistes de prévention et de traitement, 3 intervenants. Loïc Guézot, bonjour. Vous êtes secrétaire général du CLUSIF, association de référence de la sécurité du numérique en France depuis 1992. Vous êtes également directeur de la stratégie chez Proofpoint France et membre de l'ARCSI, association des réservistes du chiffre et de la sécurité de l'information. Damien Alexandre, vous êtes administrateur du CLUSIF et animateur de l'espace Coter du CLUSIF. Vous êtes également RSSI, on va beaucoup parler de RSSI, donc c'est-à-dire responsable de la sécurité des systèmes d'information et délégué de la protection des données chez Soluris. Vous êtes également membre de l'AFCDP, Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel. Cyril Bras, bonjour. Vous êtes RSSI de Grenoble, Alpes Métropole, de la ville de Grenoble et du CCAS. Vous êtes également vice-président de l'Institut national pour la cybersécurité et la résilience des territoires. C'est un think tank dédié à l'impact de la transformation numérique des territoires sur la sécurité, leur résilience et leur exploitation de la donnée. Vous êtes également enseignant-formateur à l'Université de Grenoble et au CNFPT et vous avez monté aussi un réseau d'échange d'une centaine de RSSI sur ces questions. Je m'appelle Séverine Bellina. Je suis membre du réseau Service Public et j'animerai cette webconférence. Alors, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet et nous vous proposons dans cette première partie de comprendre de quoi nous parlons, de décrypter ce phénomène des cybermalveillances dans la façon dont elles se manifestent et dans leurs modalités. Alors, Loïc Guézot, le CLUSIF a présenté en janvier dernier le panorama 2020 de la cybercriminalité. Est-ce que vous pouvez nous le décrypter, nous en présenter la cartographie en 3-4 minutes? Bonjour à tous. Alors effectivement, comme tous les ans, le CLUSIF a présenté en janvier 2021 le panorama annuel de la cybercriminalité rétrospectif sur l'année qui vient de s'écouler. Donc ce panorama couvre beaucoup de sujets différents. Puisqu'il s'adresse par exemple à des problématiques de type géopolitique, comment le cyberespace est devenu un espace de conflit entre les nations. Il s'adresse aussi aux sujets très techniques, donc voir par exemple comment la digitalisation à outrance de nos sociétés, par exemple avec l'introduction des objets connectés, est aussi un facteur de risque important pour cet équilibre et un nouveau vecteur de développement de cybermalveillance au sens large.
Et puis, on a eu l'occasion cette année de faire un panorama spécifique sur des retours d'expérience de collectivités locales, territoriales, qui avaient été victimes d'un phénomène qui est maintenant avec une très grande ampleur, particulièrement en France, que sont les rançongiciels, donc une forme spécifique de cybermalveillance qu'on décrira un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais on sait déjà que par quelques chiffres clés, c'est un phénomène qui est vraiment important, qui mérite une grande attention à un niveau supérieur à ce qu'on peut avoir aujourd'hui, notamment au niveau des collectivités, puisque par exemple, on a vu que dans le cadre de Spanocrime et puis d'autres statistiques qui sont fournies par différentes entités comme l'ANSSI, cybermalveillance.gouv.fr ou même une autre étude du Clusif MIPS, on a vu que les collectivités étaient de plus en plus cibles et victimes de ces attaques. En 2020, on a donc noté une progression de plus de 50% par rapport à 2019 sur les incidents déclarés venant de victimes de type collectivité. Donc, c'est un premier indicateur qui est très fort. Vous l'avez précisé en introduction, on a aussi des indicateurs qui viennent de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui annonce une multiplication par 4 des opérations qu'elles ont été amenées. Donc, c'est le reflet quelque part direct du volume des attaques qui sont effectivement menées. Et puis l'actualité récente, en 2021, on a vu Angers, Châlons, Dax, voilà, de nombreux exemples qui touchent aussi bien des collectivités locales que aussi spécifiquement, un peu plus spécifiquement, le secteur de la santé avec des hôpitaux, des groupements hospitaliers de territoire en France qui sont ciblés. Alors, on a aussi mené une autre étude auprès de collectivités locales directement au sein du Clusif. Et vous avez les chiffres qui sont présentés à gauche de l'écran. On voit que c'est un phénomène qui est important puisque un gros tiers des collectivités confirment avoir été victimes de ces attaques, particulièrement de type rançongiciel. Quelques mesures informatiques et pratiques de sécurité qui vont aussi déjà dans le bon sens, qui montrent qu'il y a une première prise de conscience et une première gouvernance autour de la cybersécurité, mais qui est vraiment insuffisante. Et ça, on aura l'occasion d'en parler avec les autres intervenants dans le courant du webinaire. Et puis, au final, aujourd'hui, une actualité qui est très forte avec un plan cyber qui a été annoncé par la présidence de la République en février 2021, avec des montants qui sont importants et des bénéficiaires, des cibles de ce plan cyber, cibles au sens positif du terme, qui sont effectivement les collectivités locales, avec une partie formation et une partie donc sensibilisation donc sur le facteur humain que vous décriviez tout à l'heure, mais aussi évidemment un volet technique et organisationnel entre des audits et des mesures de sécurité spécifiques à développer. Voilà ce que je voulais dire pour poser le débat en positionnant quelques chiffres venant du Clusif ou de l'actualité qui montrent que effectivement les collectivités locales et territoriales, les établissements de santé sont dans le tourbillon aujourd'hui en France de la cybersécurité. Merci beaucoup. Cyril Bras, pardon. À chaque échange que nous avons eu pour préparer cette webconférence, vous me citiez un nouveau cas en me disant, bah tiens, ce week-end ou hier, j'ai encore appris que telle collectivité, telle municipalité avait été concernée par une cyberattaque. Quel est le dernier cas et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui se passe, que vivent concrètement les élus, les agents, les citoyens? Qu'est-ce qui se passe pour le service public en cas de cyberattaque? Bonjour, du coup, c'est une réalité, comme l'a dit Loïc juste avant. Je pense que maintenant, il ne se passe pas une semaine, voire même une journée, sans qu'il y ait une collectivité qui se fasse pirater et dont le piratage finit dans la presse. Ce qui peut caractériser ces attaques-là, je pense que c'est la stupeur, en tout cas au niveau pour les élus, pour les directeurs généraux, parce que le sujet est nouveau, ils ne sont pas forcément préparés. Un exemple qui illustre assez bien, même si maintenant il commence à dater, c'était en 2018, en mai 2018, la Croix-Valmer, ou juillet 2018, pardon, la Croix-Valmer, une petite commune du sud de la France qui est victime d'une cyberattaque. Et comme ça a été un peu la première en France à subir cela, le DGS a été interviewé sur Arte et il explique comment il a vécu ça. En fait, il ne comprend pas pourquoi on s'en est pris à la Croix-Valmer, pourquoi on a tout détruit.
Et ce qui peut l'expliquer, c'est tout simplement, en face de nous, les attaquants ne sont pas des scripts qui disent, hein, des enfants qui sont en train de tester des tutoriels pour voir si une cyberattaque fonctionne, mais on a vraiment des groupes criminels dont l'objectif est de collecter des fonds et donc vont conduire une cyberattaque par rançongiciel qui chiffre l'intégralité des données auxquelles il va avoir accès, va demander une rançon pour récupérer l'accès, et puis si vous ne payez pas, tout est détruit. Mais quelque part, ce n'est pas leur problème. Et pour corroborer ça, en tout cas, pour montrer que c'est vraiment un groupe criminel en face et qu'il n'y a pas de notion d'éthique, encore une fois, comme le disait Loïc, il y a beaucoup d'attaques contre les établissements hospitaliers. Là aussi, on se dit, s'en prendre à des hôpitaux pendant la crise sanitaire, faire en sorte qu'on retombe en mode médecine de guerre avec le médecin qui n'a plus que son stéthoscope et un cahier pour faire son métier, ça devient compliqué. Et voilà, ils s'en fichent, c'est pas leur problème. Vous payez, tant mieux, vous payez pas, tant pis. Après, au niveau des collectivités, parce que je connais un peu plus le sujet, clairement, elles ne sont pas prêtes à faire face à ces situations-là. Et c'est la panique. Quand vous n'avez plus rien qui fonctionne pour une collectivité, qu'est-ce qui se passe sur les cyberattaques? Ce qu'on remarque, c'est vous n'avez plus de téléphone, vous n'avez plus de mail, vous n'avez plus de bureautique, il n'y a plus rien. Quelque part, d'un point de vue numérique, vous êtes obligé de fermer la collectivité. Vous ne pouvez plus assurer votre service public. Et ça pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en fonction de l'impact qu'il y a eu et de votre niveau de préparation ou d'impréparation à faire face à la situation. Ce qui sauve pas mal dans ces situations-là, c'est d'avoir des sauvegardes efficaces. Mais encore une fois, si on ne l'a pas prévu, si on se contente de faire de l'informatique pour faire de l'informatique, on est bien émis face à ça. Et vous me demandiez qu'est-ce qu'il y a comme collectivité dernièrement qui se fait pirater. Dans le périmètre de Grenoble, on a la commune de Bourg-Saint-Maurice, une petite commune. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'un jour, c'est Bourg-Saint-Maurice, un jour, c'est Grand-Annecy, un jour, c'est Marseille. Peu importe, en fait. Les attaques, elles se produisent sur l'ensemble du territoire national et sur n'importe quel type de collectivité, que ce soit des communes, que ce soit des métropoles, que ce soit des départements, que ce soit des régions. Et donc, il y a un moment, il faut se saisir de ce sujet-là et se préparer. Parce que si quelqu'un vous vend la cybersécurité et vous dit non, mais chez nous, c'est infaillible, c'est un menteur. Comme vous l'avez dit en introduction, ce n'est qu'une histoire de temps. Et tant qu'on n'aura pas fait ce pas-là de se dire ok, on est vulnérable, ok, ça va nous arriver, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer et pour être en capacité de se relever? Merci. Je ne vous entendais plus sur la fin de votre intervention. Loïc Guézot, vous l'avez mentionné lors de votre cartographie, de votre état des lieux du phénomène de la cybermalveillance. Aujourd'hui, et Cyril Bras vient de le rappeler, l'explosion, la modalité type de cyberattaque, c'est le ransomware ou le rançongiciel. Alors, de quoi parle-t-on? Quelles en sont les conséquences pour les collectivités locales? Comment ça se passe concrètement? Concrètement, ça se passe déjà de façon assez furtive pour le démarrage de cette opération cyber malveillante. En général, ça peut commencer par mail et c'est la partie la fréquence la plus élevée dans les premières étapes de cette opération. Ça peut aussi démarrer par une vulnérabilité, donc un défaut logiciel utilisé par la collectivité qui est exposé sur Internet. Donc là, c'est le deuxième vecteur d'attaque qu'on a vu en 2020. C'est soit des services, donc c'est un peu technique, mais c'est ce qu'on appelle des services RDP, typiquement, qui sont exposés sur Internet, ou on a eu beaucoup en 2020 des concentrateurs VPN, donc des dispositifs d'accès distant au système d'information de la collectivité locale, qui sont eux-mêmes porteurs de vulnérabilité informatique, qui va être utilisé par l'attaquant pour générer sa première intrusion informatique. Mais il faut retenir quand même que vraiment le gros facteur d'attaque, c'est l'email. Donc un email qui va être envoyé à un agent de la collectivité, c'est pas forcément envoyé en grand nombre, il peut être un peu au hasard ou alors au contraire très ciblé. Là, il y a plusieurs schémas qui apparaissent. Mais l'intérêt de cet email, c'est qu'il est porteur d'un contenu malveillant qui va être activé sous contrôle de l'attaquant.
Donc, ça peut être une pièce jointe sur laquelle on va susciter beaucoup d'intérêt du réceptionnaire du message en ayant un sujet adapté à l'environnement de travail de la personne, ou simplement le hasard fait que le volume vont faire que ces mails vont être ouverts et cliqués par les utilisateurs. Là aussi, on a plusieurs schémas. Ça peut aussi être simplement un mail simple avec un lien à cliquer, et ce lien à cliquer est un site web sous contrôle de l'attaquant qui, lui, va envoyer du contenu malveillant vers la collectivité. Mais globalement, par cet email, l'attaquant va réussir à entrer dans le système d'information, va en fait poser ce qu'on peut appeler une charge informatique, va se déplacer latéralement dans le système d'information pour aller successivement atteindre différents équipements. Et puis typiquement, l'image d'Épinal, c'est un peu le vendredi soir, quand la semaine se termine et que tout le monde pense partir en week-end tranquille. L'attaquant va faire ce qu'on appelle détonner les charges qu'il a déjà précédemment placées dans l'infrastructure. Et donc, en fait, concrètement, chaque ordinateur, poste de travail, serveur, équipement informatique de la collectivité va être chiffré et va être rendu inopérant. Donc, ce blocage technique va être le moyen de chantage de l'attaquant. Si vous voulez débloquer vos systèmes, alors vous devez payer une somme qui peut être relativement importante, qui est parfois adaptée en fonction de l'environnement de l'attaque. Alors, ce sujet technique, évidemment, il est intéressant. Hein. Au Plusif, on a réalisé en 2020, dans le panneau crime, une cartographie des rançongiciels qui ont frappé la France et un peu plus largement dans le monde, mais on s'est aussi focalisé sur la France et sur les collectivités. Donc, on voit qu'il y a successivement différentes familles, différentes évolutions de ces logiciels d'attaque. Mais globalement, le système que j'ai décrit tout à l'heure est effectivement toujours le même. Alors, ça se traduit concrètement d'un point de vue métier. On va employer d'autres termes. Hein. C'est pas un blocage du serveur, c'est un arrêt du service, un arrêt des différents services de la collectivité. Donc, ça induit évidemment un blocage à très court terme, puisque ces services ne sont pas là, mais c'est aussi un risque de perte de confiance dans la numérisation, dans la digitalisation des services qui sont en cours par la collectivité. Donc, c'est un impact d'image de marque aussi sur la collectivité, en introduisant une notion de fragilité sur les services qui sont apportés par la collectivité. Donc, ça peut aussi être utilisé à terme, je dirais, comme argument politique contre les équipes en place sur leur incapacité à gérer un service public de bout en bout. Voilà. Et à titre anecdotique, on a eu un retour d'expérience dont la vidéo est encore présente sur le site du Plusif, très intéressant, fait par Jérôme Pogic, qui est le RSSI Métropole Marseille, qui a expliqué exactement les phénomènes, les étapes successives de stupeur, de réaction, de communication à apporter par les services à l'extérieur, etc., etc. Typiquement, par exemple, vous pouvez vous retrouver avec une collectivité qui n'est plus en capacité à assurer, par exemple, les inhumations, parce que le service de réservation et de permis d'inhumer et d'affectation des tombes est numérique et on ne sait plus le faire fonctionner en papier crayon. Donc, c'est vraiment quelque chose qui touche au cœur de l'activité de la collectivité et au cœur de pourquoi elle est là, rendre un service public qui aujourd'hui est fragile de par sa dépendance au numérique. Merci Loïc Guézot, c'est extrêmement clair. Cyril Bras, qu'est-ce que vit un RSSI qui n'a pas encore subi d'attaque, mais qui sait que ça n'est qu'une question de temps, et dans quelle posture est-il? Alors, vraiment en 1 ou 2 minutes, et si vous me le permettez, je vais lancer une question sondage pendant que vous répondez à nos auditrices et à nos auditeurs pour savoir s'ils connaissent leur RSSI, est-ce qu'ils l'ont déjà rencontré? Nous vous écoutons, Cyril. Du coup, oui, clairement, alors le RSSI doit se préparer, mais malheureusement, dans les collectivités territoriales, parfois il est plutôt seul en fait. Enfin, il est déjà tout seul sur sa fonction RSSI, ça c'est une chose, hein, c'est rare d'avoir des équipes cybersécurité, mais il est aussi pas tellement audible parce que souvent son rôle est perçu comme étant technique et donc relevant de la DSI et
quelque part, eh bien, spontanément, on ne vient pas interroger le RSSI sur les aspects de cybersécurité pour la collectivité. Parce que, justement, il y a cette mauvaise interprétation qui est historique, en fait. Pendant des années, effectivement, le RSSI, c'était un technicien, c'était celui qui configurait le firewall, l'antivirus, etc. C'est plus ça aujourd'hui. Le RSSI, maintenant, c'est quelqu'un qui doit être bon techniquement, mais qui doit être en capacité de vulgariser le sujet et d'apporter un savoir, une expertise auprès des décideurs sur ce sujet-là, pour faire face justement aux cyberattaques. Et malheureusement, à l'heure actuelle, de fait, de par son positionnement, il est très peu audible. Alors, le résultat du sondage qu'on va pouvoir afficher est assez intéressant. Donc, 45% répondent oui, 55% répondent non. Qu'est-ce que cela vous inspire, Cyril, et peut-être aussi Damien et Loïc? Selon moi, ça complète ce que je viens de dire, en fait. Oui. Typiquement, dans une collectivité, le référent informatique, c'est le DSI, et c'est à lui qu'on va poser la question. C'est à lui qu'on va parler de cybersécurité, alors que c'est clairement pas son métier. Son métier à lui, c'est de faire en sorte qu'on ait de l'informatique, c'est de la technique. Le RSSI, lui, il est là pour protéger l'information, pour protéger les actifs immatériels de la collectivité. Moi, je ferai un petit commentaire supplémentaire, c'est par rapport aux personnes qui ont répondu non. Est-ce que, en fait, c'est parce qu'il n'existe peut-être pas de RSSI identifié dans cette collectivité déjà? C'est peut-être aussi un point important. Très bien. Très bien. Des questions commencent à arriver. Donc il y en a une que je garderai pour la session de débat, mais une qui concerne directement le ransomware. Alors, on vous dit bonjour, nos boîtes mail sont sur plusieurs appareils, smartphones, ordinateurs, tablettes, qui ne sont pas spécialement sur le même lieu géographique. Tous ces appareils et leurs données sont-ils impactés par le ransomware? Alors, peut-être Loïc d'abord, et je vois Cyril aussi qui souhaite intervenir. Oui. Le ransomware va se diffuser le rançongiciel va se diffuser de proche en proche par rapport aux équipements qui sont connectés à l'infrastructure qui est victime. Donc les équipements, y compris des équipements mobiles, enfin au sens des portables qui sont en itinérance, peuvent être touchés physiquement par un ransomware, par un rançongiciel décidément. Il faut quand même aussi différencier les données qui sont sur les serveurs et les équipements en tant que tels. Le plus important, c'est quand même les données qui peuvent être centralisées sur des serveurs qui, si là, elles, sont touchées par le rançongiciel, alors l'ensemble des équipements qui les utilisent, qui les consomment dans le cadre de l'accès au système d'information, de fait, seront incapables de rendre le service pour lequel les applications sont là. Donc, c'est quand même les données qui sont au cœur de la démarche de protection, plutôt que les équipements physiquement en tant que tels. D'accord, c'est très important. Alors, Cyril, je pense que vous vouliez rebondir, Cyril Bras, vous vouliez rebondir sur cette question, mais une remarque vous est adressée directement. Non, dans la fonction publique, le RSSI n'a jamais été celui qui configure le firewall. De par sa définition, il doit être indépendant de la DSI, donc hors DSI. Donc, le RSSI est un stratège sécurité et non un tech ou un ingé. Voilà. Et question pour terminer cette première partie, vraiment en 2 minutes, est-ce que les collectivités paient la rançon? Quelle est la réaction des collectivités à ces ransomware? Malheureusement, il y a des collectivités qui payent. Ça arrive. Après, ça paraît être un non-sens parce que c'est payer du système criminel, payer du système terroriste avec de l'argent public. Donc les entités qui le réalisent jouent leur image, parce que si un jour le fait qu'ils aient payé une rançon est dévoilé, l'impact sera très fort sur l'image de la collectivité et éventuellement des dirigeants ou des élus qui auront fait ce choix-là. Je peux compléter ce que dit Cyril par un élément d'actualité. Il vient d'y avoir une audition parlementaire sur ce sujet justement de la cyberassurance et il est question d'étudier l'interdiction, pas du paiement, mais en tout cas comment dire, d'empêcher les assureurs de couvrir ce risque cyber en autorisant le paiement de la rançon, puisqu'aujourd'hui, on le sait, l'intérêt de l'assurance, c'est effectivement en toute état de cause de payer le moins possible par rapport à un dégât cyber. Donc, il est parfois jugé plus intéressant de payer la rançon
plutôt que de reconstruire le système d'information. Donc, on préfère payer 1 à des criminels plutôt que mettre 10 en mesures préventives et en mesures de reconstruction. Donc, ce sujet de payer la rançon était plutôt facilité par la situation actuelle en France. Donc, c'est devenu un sujet parlementaire en France. Et c'est déjà une approche d'atteinte à la souveraineté nationale aux États-Unis. Ces vagues d'attaques massives par rançongiciel contre des infrastructures, voire des infrastructures critiques. Donc, c'est un très gros sujet que ce sujet de paiement de la rançon et de couverture par les assurances, dont on entendra beaucoup parler en 2021, je pense. Effectivement, hein, nous avons commencé la webconférence en disant qu'il était vraiment important d'en comprendre toutes les dimensions. Et cette dimension géostratégique, on pourrait avoir tendance à la sous-estimer, de souveraineté, et l'impact politique que vous avez souligné tous les deux. On va rentrer maintenant, je vous propose de rentrer, je vois que beaucoup de remarques et de questions sont posées, donc on va essayer vraiment de garder 15-20 minutes à la fin de la webconférence pour y répondre ou au fur et à mesure. J'essaierai de les donner au fur et à mesure. Je pense qu'il est important maintenant de rentrer dans la seconde partie de cette webconférence pour poser la question de comment gérer et comment prévenir ces cyber-réattaques, comment réagir. Et un certain nombre de remarques qui sont faites pourront être posées dans le cadre de vos interventions. Alors ici, donc, on va s'intéresser au comment. Hein. Donc Cyril Bras, justement, vous l'avez, même tous les deux, vous avez commencé à le mentionner. On l'a bien compris, la cybersécurité, c'est pas uniquement une affaire d'informaticien, de juriste, une affaire technique. D'ailleurs, le dernier numéro de The Pro Territorial titrait « Cyberattaque, la riposte des collectivités locales, priorité à la formation des agents ». Alors, est-ce que la cybersécurité, c'est avant tout une question de culture, de formation, de cyberhygiène, selon l'expression utilisée par certains collègues de la tribune notamment, bref, de management? En 8 minutes, Cyril Bras, est-ce que vous pouvez… Oui. En fait, moi, ce qui me dérange beaucoup depuis le départ, c'est qu'on a tendance à dire que l'humain est le maillon faible de la chaîne de cybersécurité, que c'est sa faute en fait. En langage informaticien, c'est un problème d'interface chaise-clavier. Et je pense qu'il faut vraiment évoluer sur ce point-là, faire en sorte d'acculturer, comme vous l'avez dit, hein, à l'hygiène numérique, et donner les bonnes pratiques, apprendre à se laver les mains avant d'utiliser l'ordinateur, clairement, pour qu'on ait des utilisateurs qui ne soient pas simplement des victimes passives, mais qui constituent des éléments de la défense du système. En gros, des petites sondes individuelles qui vont être en capacité de détecter des situations malveillantes. Alors bien évidemment, on aura toujours des utilisateurs récalcitrants, mais qui cliqueront toujours sur les liens, qui ouvriront les pièces jointes, mais ce qui va faire la différence, c'est la capacité à le détecter. C'est-à-dire que ça, c'est un fait, il faut le garder, c'est le postulat de base, on aura toujours des irréductibles, mais avec les autres, ceux qui auront pris conscience du fait que ce qui fait la force de la cité, c'est exactement la citation que vous avez mise et je l'aime bien, c'est ce que disait Platon à l'époque, ce qui fait la force d'une cité, c'est pas l'épaisseur de ses murs, c'est les gens qui la défendent. Ouais, parce que je peux avoir un super château fort avec des murs de 10 mètres d'épaisseur, si pendant la bataille, quelqu'un ouvre le pont-levis, mon château fort ne sert à rien. En cybersécurité, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que je peux mettre des antivirus, je peux mettre des pare-feux, je peux mettre tout un tas de dispositifs techniques. Si l'utilisateur reçoit un mail avec une pièce jointe et qu'il l'ouvre, on a perdu. Il a ouvert le pont-levis. Mais on peut faire en sorte de le transformer en acteur. C'est-à-dire que quand l'utilisateur sait identifier un courrier malveillant ou se pose la bonne question, se dit « Tiens, dans cette situation, est-ce que ce mail-là est légitime ou pas ?» Déjà, s'il commence à douter, on fait un progrès. S'il signale les mails malveillants, on va pouvoir capitaliser sur ces éléments-là. C'est quelque chose que j'ai mis en œuvre dans la collectivité où je suis. Et nous avons réussi à capitaliser environ 700 sujets de mails malveillants qui font que ce type d'attaques-là sont systématiquement bloqués. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est toute la difficulté, c'est que la cybersécurité, ce n'est pas la sécurité informatique. La sécurité informatique fait partie de la cybersécurité, mais pour bien comprendre ça, il faut voir qu'il y a 3 couches. Il y a d'une part la couche physique, votre ordinateur, votre box ADSL à la maison, les câbles, etc. Il y a la couche logique, le système d'exploitation, le navigateur, le client bureautique, etc. Ça, ces 2 couches-là, c'est de la sécurité informatique qui va les couvrir. Et il y a une 3e couche qui est la couche sémantique, ce que l'humain comprend.
Et là, par contre, ce n'est pas de la technique. Mais si on n'adresse pas ce problème-là, on va malheureusement passer à côté de quelque chose et perdre de l'information et perdre la capacité à détecter des actions malveillantes. Donc pour moi, il faut vraiment faire en sorte de transformer l'humain en un maillon fort de la chaîne de cybersécurité et arrêter de se cacher derrière le « c'est pas notre problème, c'est vraiment un problème d'interface chaise-clavier ». C'est plutôt aux informaticiens à se mettre au niveau, en capacité à vulgariser le sujet, même s'il n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et ça ne peut pas reposer que sur la faute des autres. D'ailleurs, donc une remarque est faite, 80% de la cybersécurité dépend de la pédagogie. Et Cyril Bras, dans la logique de votre intervention, quelqu'un vous pose la question, vous évoquez le rôle du RSSI, mais c'est une vision grosse collectivité locale dans la mesure où dans les petites collectivités locales, le DSI fait aussi office de fait de RSSI. C'est toute la difficulté et il se retrouve dans une posture de juger parti, ce qui est vraiment compliqué, mais au moins il est là, hein, au moins quelqu'un adresse le sujet cybersécurité, c'est très bien, c'est le postulat de départ. Mais oui, il y a un problème, il y a plein de collectivités où il n'y a pas du tout d'entité même, en fait, hein, des collectivités où il n'y a pas de service informatique, vous n'avez personne pour gérer les aspects de cybersécurité, et là c'est vraiment la catastrophe. C'est un peu une idée qui a poussé à la création de l'institut dont je suis vice-président, hein. C'est d'apporter justement de l'aide à ces petites collectivités par le biais de mutualisation ou autre de moyens pour mettre justement de la cybersécurité accessible à tous. Et du coup, je vous pose les questions qui vous sont adressées au long cours. Ce qui est demandé, c'est vers quel type de formation humaine, sur le plan de la pédagogie, peut-on s'orienter, et comment la métropole de Grenoble peut-elle accompagner ses communes membres, les petites communes notamment, et ces communes où il n'y a pas de référent, comment ça peut se passer? Et je poserai ces questions également à Loïc Guézot et Damien Alexandre tout à l'heure. Clairement, je pense que ça passe par de la mutualisation. Il y a pas, c'est sûr, des petites communes, dans les 49 communes de la métropole de Grenoble, on a vraiment des toutes petites communes qui n'ont pas de service informatique, qui n'ont rien quoi, sur le point de vue numérique. Donc oui, il faudra mettre à disposition ce genre de moyens, c'est une évidence. C'est un modèle qui doit être transposé partout en fait. L'échelon, pour moi, l'échelon critique à partir duquel on peut commencer à adresser de la sécurité et adresser l'informatique, c'est clairement les métropoles, les communautés d'agglos, les communautés de communes. Là, on peut imaginer mettre en place de la mutualisation et avoir un référent. En dessous, hormis les grosses communes, hein, Grenoble peut se permettre d'avoir un RSSI, ce qui n'est pas le cas d'une petite ville à côté. D'accord. Et dernière question qui vous est posée, qui me permet de faire la transition avec l'intervention de Damien Alexandre, qui pourra d'ailleurs répondre également s'il connaît. Connaissez-vous l'offre avant de cliquer, et si oui, qu'en pensez-vous? C'est une très bonne idée. Ça permet de confronter à la situation. Oui, nous expliquer ce qu'est cette offre. Oui, c'est une offre qui propose de faire des campagnes d'hameçonnage en fait pour tester la capacité à détecter ces attaques par mail auprès des utilisateurs. Donc, vous avez des statistiques, vous savez combien de personnes ont cliqué, combien de personnes ont donné leurs identifiants. Donc, c'est très bien, c'est de l'exercice. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas juste se réfugier derrière ça. C'est un très bon indicateur pour savoir où on en est, savoir si les actions de sensibilisation qu'on fait sont efficaces, mais il faut absolument le coupler avec des actions de sensibilisation. C'est mon point de vue. Après, je ne sais pas ce que pensent Loïc et Damien de ça, mais moi, c'est mon point de vue. Merci, on va prendre le temps de débattre de cela en lien avec les remarques. Vraiment, il y a beaucoup de remarques et de questions. C'est un sujet qui est au cœur des préoccupations, on le sent. Damien Alexandre, bonjour. Quels sont les conseils, les préconisations que vous feriez justement, issus notamment des échanges d'expériences que vous avez pu analyser dans le cadre du groupe Cotère d'Uclusif, et puis des échanges que vous avez avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information? Tout d'abord, je rebondirai sur ce qu'a dit Cyril par rapport au positionnement hiérarchique, notamment du RSSI au sein des structures publiques. Donc, Occlusif, nous avons un rapport qui s'appelle MIPS, pour menaces informatiques et pratiques de sécurité, qui permet d'avoir
je dirais, une cartographie de la maturité des collectivités et une idée de la sinistralité, c'est-à-dire des incidents de sécurité qui ont lieu dans les collectivités. C'est d'ailleurs des rares rapports sur le sujet et il est, je pense, très intéressant à lire. Il est disponible gratuitement sur le site du Plusif. Et donc dans ce rapport, qui apparaît sur le slide en bas à droite, on voit très clairement le phénomène que décrivait Cyril, c'est-à-dire que bien souvent, comment dire, le RSSI, il est intégré dans une DSI et il est souvent vu effectivement comme un ingénieur sécurité plus, on va dire ça comme ça. Le phénomène semble être en train d'évoluer significativement. Donc on voit les chiffres en vert 2016 et en bleu 2018. Pour moi, clairement, le positionnement et le rattachement du RSSI au DGS est un marqueur en matière de maturité de la cybersécurité dans les collectivités territoriales. Voilà. Et pour ça, en fait, je vais juste illustrer par, alors c'est la définition ISO de la sécurité des systèmes d'information, et qui permet donc de bien comprendre que finalement, la sécurité des systèmes d'information, déjà, ça nécessite de savoir ce que c'est un système d'information, et c'est un peu le péché originel dont parlait Cyril, c'est-à-dire qu'on assimile système d'information à système informatique. Or, eh bien, ça laisse, je dirais, un grand trou dans la raquette par rapport à la sécurité du système d'information, qui est représenté dans le petit carré vert sur mon slide. Et on voit que ça comprend aussi les personnes qui doivent effectivement être fortement associées à la cybersécurité, les bâtiments, l'organisation, donc les processus, l'organisation, la gouvernance. On est bien loin là de la sécurité, d'accord? Et donc la sécurité du système d'information, c'est des moyens techniques, donc des mesures techniques, le firewall, etc., l'antivirus, tout ça, organisationnel, mettre en place une gouvernance, une conformité à des règlements, à une réglementation dont je vais parler, le RGS notamment. Et puis au niveau humain, eh bien là, c'est mettre en place des chartes juridiques, mettre en place une politique de sécurité du système d'information, une sorte de code de la route pour circuler sans accident à l'intérieur du système d'information, et puis de la sensibilisation et de la formation pour l'ensemble des personnes, et je dirais une sensibilisation aussi peut-être, on a tendance parfois à l'oublier, ou de l'aide à la décision en direction des directions générales, qui peuvent avoir une vision effectivement peut-être un peu faussée, historiquement faussée sur la cybersécurité. Donc à partir de là, donc je vais juste parler rapidement du RGS de manière à illustrer mon propos. En France, on a la chance d'avoir un texte incitatif et qui s'appelle donc le référentiel général de sécurité, qui est porté par l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Aujourd'hui, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information est assez connue. Son directeur, Guillaume Poupard, intervient régulièrement dans les médias. Donc cette agence qui dépend du SGDSN, donc le Secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale, en fait, a pour mission d'aider les collectivités dans l'évolution de leurs pratiques de sécurité. Voilà. Et donc pour cela, en fait, on s'appuie sur un texte réglementaire, donc une obligation depuis juillet 2014, peu connue pour les collectivités. Et il n'y a pas de sanction directement, donc il est moins médiatisé, moins incitatif peut-être que le RGPD. Voilà, mais il n'en reste pas moins une obligation. Donc ce texte, en fait, l'idée, c'est de dire que on ne peut pas. Et donc c'est quelque chose qui date de 2005 à la base. Donc il y a déjà une prise de conscience qui était déjà assez ancienne. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas obliger toutes les collectivités qui ont toutes les mêmes obligations, quelle que soit leur taille, pour schématiser, à toutes se certifier à par exemple ISO 27000, qui est la norme internationale en matière de cybersécurité. Et donc on ne peut pas leur demander d'aller tout de suite vers une conformité qui serait extrêmement dure à obtenir sur l'ensemble du territoire. À la place, on va essayer de mettre en place, donc on essaie de mettre en place un texte incitatif avec dedans des bonnes pratiques visant à développer la maturité des structures. Voilà. Développer la maturité des structures, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire au moins trois choses que je décris en bas à gauche. Ça veut dire donc mettre en place ce qu'on appelle une analyse de risque. Donc là, donc on va s'intéresser à l'ensemble des risques qui pèsent sur le système d'information. Donc ça nécessite de le connaître, de l'avoir cartographié, de manière parce qu'on ne peut protéger que ce qu'on connaît.
Donc, et évaluer quelles seraient les conséquences de telle ou telle menace, et en évaluer la probabilité. Le croisement des deux, c'est ce qu'on appelle l'impact. Et là, on va pouvoir être dans, je dirais, le domaine justement des directions générales. On va avoir des éléments qui vont permettre d'arbitrer de manière objective les risques et de prioriser ces risques. Voilà, l'objectif n'est pas de sécuriser tout le système d'information partout, tout le temps, sans faute. L'idée, c'est de prioriser les risques et de traiter les points les plus urgents. C'est là où c'est un texte qui est très pragmatique, qui est très intéressant, parce que souvent, on a ce découragement de la part des directions générales. La cybersécurité, c'est des techniciens, c'est de la technique, et en plus, il y a une telle liste de courses si on veut être conforme, qu'en fait, on ne sait pas par où commencer. Donc l'idée, et donc là, le RSSI a son rôle à jouer, c'est de pouvoir aider à évaluer les risques, évaluer les priorités. Le RSSI doit donc aider les décideurs à la décision, en éclairant le sujet. Ensuite, on va avoir un ensemble de mesures qu'il va falloir mettre en place. Et ce qu'il est important à ce moment-là, c'est de mettre en place un dispositif qui va assurer sa pérennité dans le temps. On va parler de gouvernance, avec des rôles qui sont définis dans le texte, une autorité d'homologation qui va être le président, le maire, selon les statuts des structures, voilà. Et puis une commission qui va regrouper un certain nombre d'experts de la collectivité qui, par leur connaissance ou leur expertise en matière de cybersécurité, va permettre d'éclairer les décisions qui vont être prises au sein de la commission. Voilà, avec un rôle central à l'intérieur, défini dans le dispositif d'homologation par l'ANSSI, qu'on appelle le référent sécurité, voilà, qui peut être le RSSI, voilà. Donc, et ensuite, de manière à garantir que ces mesures ne tombent pas dans l'oubli et qu'il y ait une dynamique, et qu'on soit dans une logique d'amélioration continue proche, je dirais, des normes qualité, et bien en fait, on va mettre en place une démarche d'amélioration continue qui va être en fait finalement une révision annuelle des mesures de sécurité et un ajustement dynamique par rapport au contexte, les évolutions du cadre juridique, les incidents de sécurité qu'on aura enregistrés dans l'année, etc. Tout ça, ça va être de l'aide à la décision pour définir un plan d'action que les décideurs vont soutenir fortement, parce qu'en fait, lorsque l'on fait ce genre de démarche, on ne parle plus de problèmes informatiques, on ne parle plus de coûts, on parle d'enjeux médiatiques pour la collectivité, d'enjeux financiers, d'enjeux juridiques, d'enjeux organisationnels et humains à l'intérieur, et puis aussi d'enjeux par rapport aux citoyens, aux partenaires, etc. Parce qu'en se protégeant, on protège aussi les autres. Voilà. Et donc, du coup, je dirais, ce texte, le RGS, c'est quelque chose qui, je pense, doit être vraiment bien pris en compte par l'ensemble des décideurs et des structures publiques. Il est peu connu, c'est pour ça que je tenais à aborder ce sujet. Damien Alexandre, je vous propose, pendant que je vais vous faire part de 2 questions liées à votre présentation, de passer à la question sondage, justement. Hein. Nous allons vérifier auprès des auditrices et des auditeurs si leur collectivité, votre collectivité, est-elle homologuée RGS. Donc, en attendant les résultats, Damien, Alexandre, une remarque, la première, vous l'avez mentionné, hein, les collectivités ne semblent pas vouloir être certifiées, notamment ISO 27K, et donc suivre et maîtriser les risques. Point d'interrogation ou pas. Êtes-vous d'accord? Ensuite, le souci est que le RGS demande à la collectivité de s'auto-certifier sur des web services fournis par des acteurs économiques puissants qui nous laissent peu de marge de manœuvre sur leur contrat. Je vais, en attendant, voir si les résultats du sondage sont arrivés. Ils sont en train d'arriver. Donc, Damien, Alexandre, le temps que les résultats nous parviennent, voilà, ils sont en train de… Ça y est, je les ai. 80%, 83% non, 17% oui. Je vous laisse rebondir. Écoutez, je pense que le résultat du sondage est assez représentatif, je pense, de la situation en France. C'est-à-dire qu'effectivement, le RGS est peu connu. Pour répondre aux questions qui ont été posées, un dispositif de certification ISO 27000, c'est un dispositif qui vise à une certification. La plupart des structures qui le mettent en place, c'est parce qu'elles ont un intérêt économique fort ou une obligation juridique. Voilà.
Comment dire, il ne faut pas oublier que donc sur les un peu plus de 35 000 communes en France, il y en a très peu finalement qui dépassent les 3 000 habitants, je crois, quelques milliers, mais voilà, il y a une grande majorité, plus de 30 000 collectivités qui vont avoir moins de 30 000 habitants, et donc des dispositifs complexes de certification ISO paraissent pas accessibles à ces structures-là. Donc je pense que là, l'ANSSI et l'État fait preuve de pragmatisme et de réalisme en proposant le RGS, qui est une approche plus sur la maturité. Donc l'idée étant d'avoir des gains significatifs en matière de sécurité en appuyant, en traitant d'abord les sujets prioritaires. Voilà, là où il y a des points qui ont été identifiés et qui nécessitent, je dirais, un traitement rapide. D'ailleurs, au passage, je fais le lien avec les cyberassurances. Les cyberassurances, d'une manière générale, lorsque l'on veut souscrire à une cyberassurance, eh bien, il a nécessité au départ de faire une analyse de risque pour pouvoir ensuite disposer d'un contrat. Donc c'est normal, il est nécessaire de savoir à quel risque on est exposé et à quel niveau, je dirais, pour pouvoir ensuite garantir ce risque. Voilà. Alors, le dispositif, comment dire, effectivement, propose de s'auto-homologuer. Alors ça, c'est quelque chose qui peut paraître étonnant parce qu'effectivement, on a l'habitude d'avoir des organismes certificateurs qui viennent contrôler, etc. Moi, de par mon expérience sur le sujet, comment dire, donc à la fin d'une démarche d'homologation, vous avez le maire ou le président de la structure qui signe un arrêté ou qui va signer une décision en conseil, comme quoi la structure est homologuée au regard de l'analyse qui a été faite en commission d'homologation. Pour, je pense, l'ensemble des élus, c'est une démarche qui n'est pas neutre et qui est suffisamment prise au sérieux pour qu'il n'y ait pas, je dirais, une signature sans vérification préalable. De par mon expérience, les élus sont très très vigilants et très exigeants lorsqu'il s'agit de répondre sur le sujet d'une auto-homologation parce qu'ils sont bien conscients de la valeur et de la portée de ce type de signature. Donc, je dirais, le principe de l'auto-homologation étant, comment dire, inhérent à la démarche, défini dans la démarche, accepté, proposé par l'autorité, enfin, l'autorité de contrôle, ou en tous les cas, la structure ayant vraiment compétence sur le sujet, moi, ça me pose pas de difficulté d'un point de vue, je dirais, conceptuel. Voilà. Après, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, c'est une démarche qui prend plusieurs jours, il y a différentes étapes, c'est phasé, il y a une progressivité, il y a une obligation d'utiliser des méthodologies reconnues, il y a un certain nombre de points de contrôle qui font qu'on ne peut pas s'homologuer n'importe comment. Après, concernant les téléservices, une homologation, en fait, c'est quelque chose qui est préconisé pour tous les systèmes qui ont des échanges avec l'État ou avec les citoyens, et aussi, a fortiori, pour les systèmes qui utilisent des données à caractère personnel. D'accord ? Eh bien, comment dire, là encore, certes, les éditeurs et les fournisseurs peuvent avoir des positions fortes sur le marché, et c'est clair qu'il peut y avoir parfois des difficultés, mais d'abord, comment dire, la sécurité dans son ensemble ne dépend pas uniquement de l'aspect technique fourni par l'éditeur, hein, c'est ce que je disais, il y a aussi l'organisation interne, les vérifications juridiques, la sensibilisation des utilisateurs en interne, etc. Donc il y a des éléments sur lesquels on peut agir indépendamment des éventuelles décisions ou pressions des éditeurs. Et puis, sur le sujet, si vous avez des éditeurs qui ne sont pas matures, ça peut être aussi, je pense, un point d'alerte. Hein. Quand vous avez le choix entre deux éditeurs, il y en a un qui est mature et qui est moteur en matière de sécurité et l'autre pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai critère de choix. Merci Damien Alexandre. Alors, j'ai deux groupes de questions. Je vais en adresser une à Cyril Bras de manière privilégiée et l'autre à Loïc Guézot, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rebondir mutuellement. Hein. Il nous reste à peu près 10 minutes. Alors, Cyril Bras, une petite question sur le RSSI, une remarque.
on nous dit que normalement, le RSSI est aussi rattaché au HFDS. Donc, vous me définirez l'acronyme. Donc ça n'apparaissait pas a priori sur le tableau de Damien Alexandre. Et justement, ce rattachement-là est là pour donner une impartialité. Donc, vous nous ferez part de votre retour sur cette question ou cette remarque. On nous demande aussi, il y a beaucoup de questions et de retours sur, on a envie de connaître quelles sont les réactions des collectivités locales. On a dit tout à l'heure, bon, payer, c'est pas la bonne option. Ça a des enjeux, et notamment politiques également et de souveraineté. Mais concrètement aujourd'hui, comment réagissent les collectivités locales? Quid des données qui ont été dérobées, et notamment des données personnelles, et enfin des questions sur la formation. Vers quel type de formation on peut orienter les agents? Voilà, en 3-4 minutes, Cyril Brun. Alors, tout d'abord, la définition de ce que vous cherchiez, là, haut fonctionnaire de sécurité et de défense, ça se retrouve dans les ministères. Malheureusement, à ma connaissance, ça n'existe pas dans les collectivités. En tout cas, dans celles que je connais, personne n'a cette casquette-là. Donc, le RSSI reste toujours avec sa posture de rattaché dans la DSI et non audible. Sur le côté ransomware et données, etc., ce qu'on observe maintenant, c'est qu'il y a, comme on pourrait dire, un deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire que si vous n'avez pas payé la rançon, maintenant, la tendance, c'est de publier les données que les attaquants ont capturées. Et ça, c'est vraiment, on va dire, une manière forte de pression, puisque là, vous perdez totalement la maîtrise. La donnée est publiée. Si vous ne payez pas, vous risquez une amende RGPD. Donc, dans tous les cas, vous êtes coincé. Ce qui peut limiter ce type d'impact, c'est déjà de détecter les attaques, de ne pas les démentir, parce qu'il y a encore des entités qui ne reconnaissent pas quand elles sont victimes d'une cyberattaque, qui vont prétexter une panne ou un dysfonctionnement quelconque. Et selon moi, c'est pire que mieux, en fait, parce que le jour où finalement l'attaque est révélée au public, on met en évidence que vous avez menti. Donc ça, c'est quand même pas terrible. Et sur la fuite de données, vous avez des obligations réglementaires vis-à-vis de la CNIL, de déclaration. Donc quand vous êtes victime d'une cyberattaque, vous devez informer la CNIL que des données personnelles ont potentiellement été impactées. Donc je ne sais pas si ça répond totalement à la question. Et par contre, j'ai oublié la troisième question. Alors concrètement, comment réagissent les collectivités locales aujourd'hui quand elles sont victimes de cyberattaques? Qu'est-ce que vous constatez? En fait, alors, moi j'aurais tendance à dire sur le côté payé, il y a un principe qui dit qui paye un jour paye toujours. Si vous payez une fois à un attaquant, rien ne vous dit que, un, vous allez récupérer vos données, deux, qu'il ne va pas vous rattaquer derrière parce qu'il se dit finalement, eux, ils ne sont pas prêts du tout à faire face à une cyberattaque, ils n'ont pas de sauvegarde ou en tout cas, ils sont vraiment coincés, donc ils vont repayer. Je pense que Loïc me contredira pas, je pense quand il y a eu le témoignage du RSSI de Marseille, la première réaction c'est plutôt le dépit quoi en fait. Quand on est confronté à ça, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas par quel bout le prendre, comment arrêter l'attaque. Et je pense que c'est plutôt ça à l'heure actuelle. Tant qu'on n'en est pas prêt, tant qu'on n'aura pas un plan de gestion de crise cyber défini dans les collectivités, eh bien ça va être plutôt la phase stupeur et puis après prise de décision. Très bien, merci. Je regardais les questions qui arrivent vraiment. Alors, je me tourne vers vous, Loïc Guézot. On a un certain nombre de questions et de remarques sur d'où viennent ces attaques. Est-ce qu'elles viennent essentiellement de l'étranger? Est-ce qu'on arrive à identifier qui est à l'origine de ces attaques, notamment si l'on paie, hein, si est-ce qu'on arrive à identifier les rançonneurs si l'on paie? Du coup, si elles viennent essentiellement de l'étranger, comment les condamner? Qu'est-ce qui se passe en termes de condamnation? Voilà, pour l'instant, j'en vois d'autres. Voilà, et comment, alors très concrètement, comment on paye une rançon? Des pirates ont-ils déjà été condamnés? Est-ce que vous avez, je crois que là vous avez. Oui, là on peut donner quelques éléments. Alors déjà, alors j'ai aussi une autre casquette. Je suis réserviste police nationale sur les aspects cybermenaces. Donc le message officiel, il est très clair. Hein, on ne paye pas une rançon. C'est pas illégal en tant que tel, mais Cyril l'a bien expliqué. On a tous montré que c'est alimenté
un circuit criminel, donc c'est renforcer les attaquants, donc c'est se construire soi-même des problèmes dans le futur à un niveau encore plus important. Ceci dit, les rançons, elles sont aujourd'hui présentées, je dirais, sous deux formes. La forme un peu ancienne, c'était une rançon unitaire demandée pour chaque équipement physique chiffré et essentiellement en monnaie type monnaie cryptographique, donc disons le Bitcoin, une partie de Bitcoin qui correspondait à quelques centaines d'euros par poste. Ce qu'on voit aujourd'hui est un peu différent, donc il y a toujours cette volonté de masquer la traçabilité du paiement en utilisant des crypto-monnaies. C'est parfois des monnaies plus complexes à utiliser que le Bitcoin, qui est quand même maintenant dans le grand public. Donc, c'est des monnaies qui sont moins traçables, moins répandues, donc qui trouvent plus d'écho, plus d'intérêt pour les attaquants. Mais aujourd'hui, la rançon est demandée plutôt de façon globale à la collectivité, enfin à la victime, et pas poste par poste. Donc, tous les postes vont être bloqués. Et puis, il va y avoir une communication des attaquants vers la victime, typiquement une adresse mail spécifique pour ça, qui a été créée par les attaquants, et qui vont dire, ben voilà, messieurs, dames les victimes, pour débloquer votre système, c'est 50 000 euros, ou l'équivalent en crypto-monnaie de 50 000 euros. Donc là, on est vraiment dans une discussion. Donc le facteur humain est aussi très important. On est dans une discussion entre des criminels qui utilisent le cyber pour commettre leurs crimes et une victime. Voilà. Quand on regarde un petit peu justement cette traçabilité et l'aspect judiciaire qui peut suivre, alors effectivement, il y a un déséquilibre entre la soudaineté, la stupeur de l'attaque, le paiement qui est demandé, et puis le temps judiciaire qui illustre déjà aujourd'hui pourtant quelques succès. Il y a eu de plus en plus ces dernières années des groupes cybercriminels qui ont été carrément démantelés. Donc là récemment, il y a des groupes comme YGOR ou Emotet, qui sont des noms très connus de groupes criminels. Donc c'est obligatoirement, enfin c'est quasiment systématiquement, de par la construction, une coopération internationale entre les services de police. Donc c'est forcément plus long que d'aller dans un appartement à 6 heures du matin en France quand il faut faire la même chose, mais en Bulgarie ou voire même en Russie, c'est compliqué, voire impossible hein, pour certains pays. Donc c'est une espèce d'équilibre naturel qui se met en place. Les criminels de certains pays qui ne sont pas inquiétés par les forces de police ont tendance à développer leur activité depuis ces pays, puisque par construction, une attaque informatique peut se mener de n'importe quel coin du monde vers n'importe quel coin du monde avec la même efficacité, la même rentabilité. Et je finirai sur l'aspect rentabilité. Il y a une étude très intéressante de l'Institut Montaigne qui vient d'être faite en début 2021, qui démontre tous les intermédiaires, toutes les étapes qui sont nécessaires à monter ces grosses attaques cybercriminelles avec des gangs de plusieurs dizaines de personnes qui s'organisent. Globalement, toutes choses, je dirais, intégrées entre le blanchiment, le risque pris, les mules pour transformer la rançon en crypto-monnaie en monnaie sonnante et trébuchante dans le monde réel. Il y a un rapport, il y a un ROI, il y a un rapport de 1 à 8 entre l'investissement et le retour sur investissement. Ça veut dire qu'un groupe criminel aujourd'hui qui déciderait de mettre 100 000 $ sur la table pour monter une opération de drogue aurait un retour sur investissement qui serait inférieur à ce qu'il a aujourd'hui sur la cybercriminalité. Donc des criminels qui aujourd'hui mettent 100 000 € sur la table pour monter une équipe de cybercriminels pour une cyberattaque va récupérer, d'après les calculs de l'Institut Montaigne, à peu près 800 000 $. Donc c'est très intéressant, surtout quand on met ça en perspective avec les difficultés effectivement du temps judiciaire pour les identifier et les arrêter. Mais les choses se mettent en place et accélèrent beaucoup, en particulier du côté judiciaire, avec une publication en début de semaine j'ai oublié le nom, c'est le SNPC. On pourra diffuser l'information aux personnes qui insistent s'ils sont intéressés, avec des recommandations, notamment celle de bien muscler
le parquet en créant un parquet dédié à la lutte contre la cybercriminalité et bien sûr renforcer les effectifs de police et de gendarmerie qui sont consacrés à cette lutte. Merci beaucoup Loïc Guézot. Nous arrivons malheureusement à la fin du temps dont nous disposions pour cette webconférence. Nous allons devoir y mettre fin. On l'a bien compris et c'est une discussion qui doit s'ouvrir certainement et qui peut donner lieu à une webconférence pleine. C'est l'enjeu aussi des données pour les citoyens. Où vont nos données? Que se passe-t-il? Comment on les protège? Qu'est-ce qui est mis en place? Vous l'avez évoqué. Je retiens également, alors vraiment, c'est un problème technique, mais loin d'être uniquement un problème technique. Il y a un enjeu de formation, de pédagogie, de sensibilisation des élus, un rôle fondamental des DGS, un enjeu humain fort. Et vous nous l'avez bien montré, Loïc Guézot, un enjeu international et géopolitique et stratégique fort aussi. Donc, c'est vraiment un phénomène multidimensionnel et qui doit être abordé en tant que tel. Pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas eu réponse à leurs questions, VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert, qui vous permet de poser directement vos questions d'ordre juridique. Je vous remercie sincèrement, Damien Alexandre, Cyril Bras, Loïc Guézot pour ce panorama fort intéressant et je pense qui a permis de couvrir l'ensemble des dimensions de ce risque. Et merci à Asmac l'assurance pour avoir organisé cette webconférence avec VK. Bonne journée à toutes et tous.